Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies. C'est Jérôme, dans son vaisseau spatial, au calme, tranquille, dans l'espace. Et ensemble, on va parler de The Mandalorian saison 3, épisode 1. Et oui, la saison repointe le bout de son nez après 2 ans d'absence quand même. Où, je dois l'avouer, il y a eu pas mal de remaniements en interne. Et ça, on va en parler ensemble, tranquillement. Peut-être avec une tasse de thé, un chocolat chaud ou la boisson qui vous plaira. Ça se passera juste après le générique. C'est parti. Eh oui, il s'est passé quand même déjà 2 ans. On s'est demandé, The Mandalorian, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Surtout pour ceux qui n'ont pas vu The Book of Boba Fett. Je trouve pas ça normal, messieurs Disney, de vous permettre de faire des mélanges de séries comme ça, en intégrant des épisodes de Mandalorian dans The Book of Boba Fett. Même si on est d'accord, c'est l'univers Star Wars. Mais pour autant, c'est pas très rigolo par rapport à toutes les personnes qui n'ont pas regardé cette série. Car potentiellement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour comprendre les futurs Star Wars, il va falloir regarder toutes les séries dérivées. Et bien ça commence par un blackout total, où on se rend compte qu'à la fin de la saison 2, eh bien Mando se sépare du gamin vert, comme on dit, Grogu. Il s'en sépare tout simplement, et on le retrouve au premier épisode de la saison 3, je comprends pas trop. Alors ça peut être bien, hein, je pense que c'était voulu de la part de Disney, c'est pas quand même n'importe qui Disney, c'est des gens qui produisent des séries régulièrement, avec des réalisateurs de talent, de qualité. Eh bien on va essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mais avant même d'en arriver là, il est temps pour moi de ne pas laisser les traditions tomber, je vais vous présenter un goodie. Un goodie, parce que j'en ai qu'un, il y a des goodies, un goodie. Eh bien c'est le casque de Mando. Eh oui, le casque de Mando en personne, regardez, il est plutôt magnifique. Hein, c'est très très belle finition avec la petite lumière, attention, ne vous faites pas aveugler. Et voilà, la petite lumière. Et ce casque, vous pouvez bien sûr le mettre, avant de le mettre. Je vous montre qu'à l'intérieur c'est quand même pas mal fait, il y a pas mal de précision, je ne sais pas si vous voyez grand chose à l'écran. Et bien il est temps pour moi de devenir Mando, alias Jinjarin, pour quelques instants. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je trouve ça plutôt classe. Je laisserai bien entendu dans les commentaires, et bien plutôt dans la rubrique, en dessous de la vidéo, et bien le lien qui permettra peut-être de commander ce produit si vous êtes fan de la série. Voilà. En tout cas, très très belle finition, un très bel objet. Qui s'allume d'ailleurs, hein, avec la lumière rouge à l'intérieur, hein, je n'ai même pas remarqué tout à l'heure. C'est très très bien fini, ça fait plaisir, enfin on peut acheter des objets de qualité. Bon, faudra mettre un peu le prix quand même, hein. C'est quand même un produit vraiment sympa. Donc le lien sera dans la description de la vidéo, comme c'était déjà le cas pour la saison 2. Donc maintenant on va s'attaquer à cet épisode, hein, cet épisode qui fut malgré tout vraiment sympa en ce qui me concerne. J'ai vraiment apprécié retrouver ce monde de Star Wars. Différemment de Andor, car Andor c'était sympa aussi, mais c'était vraiment trop pointu. Peut-être qu'on n'était pas vraiment dans le monde de Star Wars que j'aimais. On a vu un Cassian Andor qui m'a paru plutôt antipathique, toujours à faire la gueule, comme s'il avait la chiasse en permanence. Et ça me plaît pas toujours. Je préfère qu'il y ait un peu de relief à une série. Certes, souvent les problématiques sont sérieuses, mais parfois il est important aussi d'avoir du relief dans tout ce qu'on présente. Cet épisode, il a duré 37 minutes, c'est un peu trop court à mon goût. Le réalisateur Rick Famuyiwa, donc on l'a déjà vu dans la saison 2, il a plutôt fait du bon boulot. D'ailleurs d'un point de vue réalisation, on a pas mal de plans sympas dans l'épisode, on s'y attardera un peu tout à l'heure peut-être. Et point de vue musique, petit changement, hein, car on était habitué à avoir Ludwig Göransson, et bien il est remplacé par Joseph Chorley. Joseph Chorley, on l'a découvert également dans le livre de Boba Fett, ça n'a pas été une série qui m'a beaucoup marqué. D'un point de vue acteur, on a un retour assez logique de Pedro Pascal dans le rôle de Mando, que si ça n'avait pas été lui, on s'en serait même pas rendu compte, étant donné qu'il a toujours son casque. Le casque, c'est important d'en parler. On a le retour également de Carl Weathers, il joue le rôle de Greef Karga, et Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan Kryze, bien sûr. On va développer tout ça avec l'armurière qui aura un petit rôle un peu plus important dans cet épisode qu'on n'a pas beaucoup vu dans une saison précédente. C'est Emily Swallow. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai l'occasion de découvrir le visage de l'armurière. Et vous n'allez pas être déçus, il est plutôt sympa. Maintenant, si on reprend un petit peu le déroulé chronologique de cet épisode, eh bien on commence avec une scène qui dure quand même pas moins de 7 minutes. Une scène dédiée au cérémonial, au bord d'un lac,
sur la planète des Mandaloriens, en tout cas des héritiers de la Death Watch, avec l'armurière qui prépare une nouvelle pièce, et on va vite se rendre compte que c'est un nouveau casque. Alors ce casque, il est destiné à qui? Ça aurait pu être un flashback qui concernait Mando, et non, c'était plutôt donc un plan direct, et ça on s'en est rendu compte après, un plan dédié justement au baptême d'un nouveau Mandalorien, au bord d'un lac, et on s'imagine quand même que quelque part il existe une garde par rapport au danger extérieur. Mais pas du tout, pas du tout. Et donc cette créature qui sort de l'eau subitement, une créature géante qui paraît tellement invincible, eh bien s'en prend tout simplement au Mandalorien, qui s'organise plus ou moins à l'arrache pour l'affronter. Et là, pour une fois, on ne peut pas dire que ce sont les Stormtroopers qui sont humiliés. Donc merci la réalisation. Ce sont un peu les Mandaloriens qui sont démunis face à cette créature. Ils auraient pu malgré tout prévoir sa présence, c'est quand même incroyable d'être sur sa propre planète et de ne pas prévoir un service d'ordre ou des gens capables de neutraliser cette créature, ou en tout cas d'alerter. Ce garçon n'a pas eu le temps de dire tous les mots qui étaient requis pour son baptême, son rituel, donc je pense qu'il recommencera malheureusement. Il a failli avoir son casque de bioman, hein. Un petit casque vraiment au style ridicule, qui fait vraiment un peu trop enfantin, qui fait un peu trop gadget jouet je trouve quand même. Donc je vais en revenir à cette créature. Eh bien oui, donc on va utiliser quelques pistolets qui apparemment sont totalement inefficaces, des mines qui sont posées sur la carapace, mais c'est un peu idiot étant donné qu'on sait que la bestiole c'est une carapace, c'est pour se protéger. Tous les moyens sont mis en place. Le combat dure peut-être un peu trop longtemps, pour autant c'est agréable de voir un petit peu les Mandaloriens mis en action. Mais je pensais vraiment qu'ils allaient être un peu plus performants par rapport à ce genre de créature qu'ils devraient connaître, étant donné que c'est la planète sur laquelle ils passent le plus de temps. Ce qui est intéressant de retenir par rapport à cette scène, c'est que c'est Mando qui arrive, ou plutôt... Non, on va pas la jouer comme ça. On va plutôt dire que c'est un vaisseau spatial Naboo, de couleur argentée, remasterisé, qui arrive, donc qui entre dans le plan principal, alors que les Mandaloriens sont tellement en difficulté qu'ils sont prêts peut-être à jeter l'éponge. Le vaisseau spatial arrive dans un sens et repart dans l'autre. Une torpille qui va détruire, qui va tuer cette grosse créature. On voit des tripes d'ailleurs sur la plage, c'est assez gore. Enfin, c'est étonnant d'ailleurs, pour Disney. Et donc Mando qui arrive en mode salut, c'est moi dans mon vaisseau Naboo. Il y a un N1 modifié, avec à l'arrière la petite tête de Grogu qui dépasse. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là le petit? Et place au générique. Donc il est temps pour nous de comprendre pourquoi Mando se retrouve avec Grogu sur cette planète, alors que Mando avait soi-disant laissé Grogu dans les mains de Luke Skywalker à la fin de la saison 2. C'est quand même incroyable. Eh bien sachez que durant la saison de Boba Fett, The Book of Boba Fett, pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien il y a eu 2 épisodes consacrés, 2 épisodes, je dis bien sur 7 ou 8, consacrés à Mando. Alors c'est vraiment la preuve, là, on se faisait vraiment chier avec Boba, c'est terrible. 2 épisodes dans lesquels on voit Mando retourner voir donc l'armurière, le sabre noir en sa possession, reconnaît avoir enlevé son casque. Et là c'est le drame, Mando est directement rejeté de la communauté. Et peut-être qu'au niveau de la réalisation on s'est dit que si on enlève Grogu de la série va peut-être retomber aux oubliettes. Eh bien, ça a été plutôt intelligent de garder Grogu malgré les efforts qui ont été faits par Luke, qui voulait en faire son premier élève pour sa future académie. Donc finalement, en fait, Grogu a décidé, face à Luke, de choisir donc le cadeau de Mando et pas le sabre laser de Yoda. Il a fait quelques mois de formation avec Luke, qui lui ont permis ensuite de rejoindre notre ami Mando pour la suite de ses aventures. Mando, il vient quand même de sauver une quarantaine de Mandaloriens. Il arrive en héros. Et la seule façon pour elle de le remercier, c'est de dire « Tu as enlevé ton casque ». A savoir donc que Mando demande la rédemption. Mando, il est à fond sur son credo. Mando, c'est quelqu'un de très loyal. Peut-être de très naïf, mais de très loyal. Il va vraiment se cantonner au code des Mandaloriens. Et par rapport à ça, eh bien, il ramènera donc une pierre à la couleur émeraude, qui mettra en avant le fait que les ruines donc, de Mandalore ne sont pas toutes détruites. En tout cas, qu'il y a la possibilité d'y retourner pour obtenir sa rédemption, car c'est le seul moyen au niveau du code des Mandaloriens pour obtenir justement une réintégration au sein de l'équipe. Et ça, eh bien, l'armurière ne peut rien y faire, elle est obligée d'accepter. Et donc Mando qui quitte cette planète pour rejoindre l'hyperespace avec son ami Grogu, qui a été un peu déçu par cet accueil des Mandaloriens, ça on peut le comprendre par rapport à ce qui s'est passé.
Donc petite balade ensuite en hyperespace pour rejoindre la planète Nevarro. Un voyage assez sympa, où on voit Grogu dans sa petite bulle, dans le vaisseau d'Amu, qui est quand même un monoplace, un petit vaisseau par rapport au Razor Crest, où il peut apercevoir depuis sa bulle 360 degrés, et bien, dans l'hyperespace, des espèces de baleines appelées des Purgils, que l'on voit apparemment dans Rebelle. Et c'est grâce à ces baleines que la découverte des voyages en hyperespace a pu être effectuée. La nature est à l'origine de pas mal de choses. Donc une scène plutôt sympa avec une musique vraiment bien calée de notre nouvel ami Joseph Churley, une musique de découverte, un petit peu à la Ushuaïa, avec ce côté un peu peur, effrayant, car on voit Grogu avec des très très grands yeux, encore plus grands que d'habitude, qui observe un peu ce qui se passe autour de lui, et ces grosses baleines vraiment géantes par rapport au vaisseau, c'est vraiment bien réalisé. Notre ami se dirige ensuite donc sur Nevarro, la planète Nevarro, vous vous en souvenez certainement par rapport aux saisons précédentes, une planète plutôt en manque de développement, qui soudain a beaucoup changé, peut-être grâce aux personnes qui se sont consacrées à la communauté là-bas. Et là, on découvre Greef Karga. Rappelez-vous Greef Karga, celui qui détestait notamment le Mythrol. Il s'en prenait constamment au Mythrol dans la saison 2, vous savez, l'homme à la peau bleue là. Apparemment, il était vraiment plutôt raciste avec lui, c'est terrible. Une personne qui était pourtant sympathique et corvéable à souhait, il s'en prenait constamment à lui. Eh bien, notre ami Greef Karga, apparemment, il a pris la tête donc de Nevarro, il était déjà plus ou moins là-bas. Et cette ville, cette cité, s'est vraiment bien développée, on va dire dans le bon sens, avec beaucoup de décors magnifiques, de très belles couleurs. On arrive sur un marché un petit peu à la Mos Espa, mais on va dire avec 50 ans ou 60 ans d'évolution, de magnifiques bâtiments, très très classe. On voit également des créatures à la Salacious Crump. Je ne sais pas si vous vous rappelez les petites créatures la créature que Jabba avait à côté de lui. Et rappelez-vous, dans les saisons précédentes, ces créatures étaient grillées à la broche. Et bien maintenant, ces créatures sont en liberté, et il y en a plusieurs, elles se sont reproduites. Elles se retrouvent donc dans les arbres, dans le village, c'est plutôt sympa. Donc on voit Grogu, regarder à droite et à gauche, découvrir des monts calamariens, un marché aux épices, il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses sympas. Un village très très bien nettoyé, voire un petit peu trop, je trouve, ça fait un petit peu trop décor. Mais vraiment une ambiance agréable, avec une multitude de robots, de droïdes, que l'on a pu voir dans toutes les époques de Star Wars. On voit une espèce de C3PO, mais tout blanc, qui sert un petit peu de conseiller commercial, peut-être pour aller visiter les mines de je sais pas quoi sur la planète. Ça s'est vraiment bien développé. On voit que Greef Karga, qui apparaît juste après, est vraiment un maître de la communication, et que lui il pourrait vendre n'importe qui à n'importe quoi, enfin n'importe quoi, n'importe qui, c'est vous qui voyez. On arrive sur la place principale, on voit IG-11 en posture statue. Comme vous savez, IG-11 il s'est fait détruire dans l'épisode final, je crois, de la saison 1 pour sauver ses amis. Et bien, ce droïde assassin à la base, a été vénéré, gardé sur la place justement pour qu'on garde ça en mémoire. Donc moment où Mando analyse tout ça avec Grogu, toujours en admiration, et d'un seul coup on entend la voix du vieux Greef Karga. Donc il est habillé d'une magnifique cape rouge avec deux esclaves droïdes, des tout petits droïdes qui tiennent leur cape, qui descendent les escaliers. C'est vraiment amusant à regarder. Ça met en avant l'excès de ce personnage qui est un peu un but de sa personne, qui est peut-être capable de très bonnes choses, mais aussi qui a vraiment une très 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 haute estime de lui. Et très très haute estime dans le sens, ce n'est pas le magistrat, mais c'est le haut magistrat. Il accueille Mando en lui disant écoute mon petit Mando, ça fait plaisir que tu sois là, je te propose peut-être d'acheter une parcelle ou d'avoir une parcelle dans ma ville là pour être protégé, car il n'a plus de Cara Dune dans les pattes. Cara Dune, si vous vous en souvenez, c'est l'actrice Gina Carano, qui a été virée de Disney tout simplement. Il fallait trouver une solution d'un point de vue scénario. On dit merde, comment on va faire pour expliquer qu'elle n'est plus là? Et donc on dira à Mando, Mando dans l'épisode, s'il te plaît pose la question à Greef Karga, comme ça on éclaire un peu les téléspectateurs. Cara Dune, aussi incroyable était-elle, a rejoint des unités d'élite pour poursuivre sa carrière. Elle n'est donc plus la Marshal de Nevarro. Et c'est là que, quelque part, en plaçant un petit peu ce crédit immobilier à Mando, Greef Karga essaie de le persuader de s'installer pour devenir le nouveau Marshal de Nevarro. Donc un petit peu par intérêt quand même. C'est un filou ce Greef. Mais Mando ne l'entend pas de cette oreille-là, car il a une mission principale. Il veut avant tout aller chercher sa rédemption. Rédemption donc qui doit être faite sur Mandalore, dans les mines de Mandalore. Et pour ce faire, il a besoin apparemment d'un droïde. Il veut récupérer IG-11, le droïde qui s'est détruit. Et là on se dit merde. Et ça c'est le gros problème qu'on a dans pas mal de Star Wars, c'est qu'une fois qu'on est mort, et bien souvent on renaît.
Et ça, c'est pour moi une grosse erreur, car ça diminue un petit peu l'impact de crédibilité de la scène précédente. Car ce sacrifice d'un robot, certes qu'il n'était qu'un robot, eh bien ça pesait quand même dans la balance. Et on l'installe sur une table d'opération, un petit peu comme si on voulait justement aller chercher l'essentiel sur lui, le rallumer. Et donc l'opération qui a lieu rapidement, Mando incroyable qui a réussi à réanimer, on ne sait pas comment, juste avec la connexion de 2 fils, hein, c'est quand même assez incroyable. Et donc le droïde se réveille, mais pour autant ce droïde il a gardé sa mémoire antérieure, c'est-à-dire la mémoire où à l'époque il devait justement éliminer le petit Grogu. C'était, rappelez-vous, dans la saison 1 ça. Et là la scène est assez amusante dans le fond, car on a un petit peu une dédicace à Terminator 2 où on voit le droïde avec les yeux rouges qui rentre par terre, qui va s'accrocher à la jambe de Mando qui apparemment sait pas quoi faire, qui jette le gamin vert à son ami Greef Karga. Et je sais pas de quoi il a peur en fait, puisque ce droïde est totalement désarmé, désamorcé, il a plus de bombes en lui, donc il aurait pu simplement lui mettre un coup de pied. Mais apparemment il y a une crise de panique de Greef Karga qui dit élimine-le rapidement sinon on va tous mourir. Mais en fait il n'y avait aucun danger quoi. Et c'est le droïde de protocole qui s'en est chargé en faisant tomber la magnifique statue, apparemment très très lourde, de Greef Karga sur la tête de ce IG-11, qui malheureusement maintenant est totalement encore plus abîmé. Donc pas de solution tout de suite, mais une scène plutôt hilarante. J'ai passé le moment où notre ami Grogu fait tourner sa chaise grâce à la force. Donc comme quoi c'est court avec Luke, on s'en revient un petit peu quand même. Juste après le moment où IG-11 est neutralisé, on a des pirates dans la station. Et c'est là où je vais faire allusion au fait que Greef Karga n'est pas forcément une bonne personne. Donc Greef Karga qui vient Mando, on sait jamais, je peux avoir besoin de toi, il descend dans la rue, on voit les pirates un peu idiots, hein. C'est pas les pirates les plus malins que j'ai rencontrés dans des Star Wars ou ailleurs. Mais ce qui est mis en avant là, par rapport à ce pseudo-duel de cow-boy, c'est que, Greef Karga, par le passé, avait demandé à ces mêmes pirates de l'aider dans la reconquête de la planète. Et à partir d'aujourd'hui, Greef Karga dit non les gars, dégagez, je veux plus vous voir, c'est hors de question, vous n'avez plus votre place ici. Donc forcément c'est un peu emmerdant pour les pauvres petits pirates qu'il n'hésitera pas à exécuter. Sur les 5, il y en a un seul survivant, c'est leur chef. Il dit allez vas-y dégage maintenant et on va te laisser partir pour montrer que je suis pas n'importe qui et qu'il faut avoir peur. Enfin avoir peur de moi, Greef Karga. Moi l'indépendant qui revendiquera ça tout le temps, étant donné que Greef Karga ne veut pas travailler non plus avec la Nouvelle République, il veut travailler avec personne. En gros il veut tirer avantage de toute situation. Et petite allusion également, j'ai un peu oublié car il s'est passé quand même pas mal de choses dans cet épisode. Moff Gideon, c'était quand même l'un des personnages les plus charismatiques de l'Empire, en tout cas du côté obscur, entre guillemets, car il n'y avait pas de force derrière tout ça, qui avait réussi, rappelez-vous, à quand même extraire ce dont il avait besoin sur Grogu. Donc il y a forcément quelque chose en trame qui doit se préparer, j'espère, sinon ça n'a pas de sens. Donc ce Moff Gideon, qui était plutôt charismatique et intéressant comme personnage, est actuellement donc déféré par la justice de la Nouvelle République, peut-être pour un procès, où, je l'espère, il va se passer des choses, hein, car si lui se fait condamner à mort et il meurt, ça n'a aucun intérêt. Voilà, bon, on verra bien, c'est le scénariste qui a ça en main. Jon Favreau, à toi de jouer. Donc là, on va aller voir des créatures un petit peu sympas qui s'appellent des Enzelan. C'est un peu la famille de Babu Frick de l'épisode 9 de Star Wars, qui a bien fait marrer mes filles en tout cas, et même moi ça m'a bien fait marrer. Des petites créatures, des espèces de Muppets qui ont un style assez loufoque, hein, avec des petits poils là, qui parlent comme ça, là. Mando et Grogu vont aller donc dans la petite cahute de ces Aznan là, pour aller donc faire un petit diagnostic de ce robot IG-11 qui a été écrasé, qui est détruit. Et là apparemment c'est pas possible, donc une scène assez comique, sympa, quand on voit Greef Karga à l'entrée de la porte en train de répéter ce que Mando ne comprend pas. Et j'en ai même bien rigolé, c'est la scène où notre ami Grogu va se saisir de cette petite créature Azlan là, en serrant dans ses bras, et l'Azlan croit qu'il va être mort, qu'il va être tué. Cette créature a très très peur pour sa vie. Il est temps pour nous donc de quitter la planète Nevarro, et on rencontre les pirates, les fameux pirates, toujours aussi ridicules et inutiles. D'ailleurs j'ai un peu de la peine pour eux, ils sont vraiment pas crédibles, c'est vraiment dommage. J'ai pas envie de trop développer cette partie-là, car les pirates c'est pas intéressant. On sait très bien que de toute façon Grogu et Mando ne vont pas être mis en danger par rapport à leurs attaques. Donc on va 2-3 scènes de pilotage, mais c'est vraiment accessoire. Petite allusion également à ce chef donc, des pirates, qui s'appelle, comment il s'appelle ? J'en fous un peu, il s'appelle Gorian Shark. Donc c'est un peu un mix entre Donkey Kong et Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Moi j'ai un petit peu assimilé à ça. Il est totalement inintéressant. Hein.
Voilà, c'est à vous de vous faire votre propre idée. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir par rapport à mes propos, qui peuvent être totalement en désaccord avec les vôtres. N'hésitez pas. Les commentaires servent à ça et j'adore vous lire. On passe maintenant à la scène numéro 6, la dernière scène, on va dire, importante de cet épisode, où on va sur la planète Kalevala. C'est la planète où Bo-Katan apparemment est en résidence. Donc Bo-Katan, rappelez-vous, dans la saison 2, celle qui avait un magnifique casque un peu bleuté, une autre équipe de Mandaloriens un peu à part, qui cherchait justement à récupérer le sabre noir. Chose que Mando a fait à sa place. Et rappelez-vous, ça avait créé un gros problème à la fin de la saison 2, où on voyait Bo-Katan dans tous ses états par rapport à ça, et que c'est pas moi qui me sabre et tout. Et elle avait raison, car finalement, en arrivant sur la planète, et étant accueilli par un magnifique droïde de protocole, Mando arrive dans une allée incroyablement longue, et au fond on voit Bo-Katan, totalement anéanti, dépité, affalé sur son trône, avec son casque posé sur le côté, seule au monde. On se demande ce qu'elle fout là d'ailleurs à attendre, elle aurait pu être ailleurs, bref. Elle devait savoir que quelqu'un arrivait. Voilà Mando qui arrive à sa hauteur, qui dit « Je veux faire partie de ton équipe ». Et là, elle lui dit « Mais moi j'ai plus d'équipe, je suis toute seule. J'ai plus personne à cause de toi et de ta quête du sabre. » C'est assez terrible de voir ce personnage qui était tellement charismatique, qui a beaucoup d'énergie en elle. Elle remet encore une pièce concernant la Death Watch, disant que c'est leur faute si tout s'est mal passé par la suite, que par rapport à la planète Mandalore. Il n'a pas pu s'allier à elle car elle n'a plus d'armée. Elle qui met en avant le fait que Mando a toujours le sabre et qu'il peut potentiellement fédérer autour de lui, qu'il est capable de mener cette armée. Mando pour l'instant ça l'intéresse pas tout de suite, ce qu'il veut c'est vraiment réintégrer la Death Watch avec le fait d'aller se baigner dans les mines de Mandalore. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais c'est la légende qui est écrite comme ça. Donc Mando se tient au code. Donc il a récupéré l'information importante qui permet d'entrer dans les mines de Mandalore. Il faut passer par le centre civil sous la ville de Soldari. Donc voilà, pas d'infos concernant IG-11 pour l'instant. On imagine que IG-11, donc la quête IG-11 sera étudiée pour l'épisode suivant. On va faire maintenant le bilan de cet épisode, où on peut se dire que malgré tout, moi j'ai adoré cet esprit Star Wars. Le retour de Grogu m'a fait grand plaisir, Grogu qui a un petit peu évolué. La planète des Varros qui est vraiment très captivante. Et Mando qui est toujours aussi assidu dans sa quête, qui veut poursuivre ses efforts. Mando qui, malgré le fait qu'il a été rejeté par sa communauté de Death Watch, continue à travailler dans ce sens-là. Ce qu'il est intéressant de mettre en avant aussi, c'est le fait que Mando est perçu totalement différemment en fonction de la Death Watch ou peut-être de Greef Karga ou de Bo-Katan. 3 avis différents sur le même personnage et un ressenti autre qui est le sien. Donc Mando qui est totalement mis à part de la Death Watch, totalement banni malgré le fait qu'il les ait sauvés au tout début de l'épisode pour le fait d'avoir enlevé le casque, tout simplement. Alors qu'il a sauvé plusieurs vies juste avant. Greef Karga qui a besoin de lui, donc il l'encense un peu, qui veut le garder peut-être avec lui en tant que nouveau marshal, qui veut lui dire prends ta retraite, viens avec moi, tu seras bien, on va profiter de la vie, on va abuser de la vie aussi même. Voilà, je sais comment ça se passe avec Greef. Et ensuite, le Bo-Katan qui dit voilà, t'as eu ce que je voulais, t'as eu mon trophée à moi, donc tu m'as un peu détruit ma vie, pour autant maintenant, écoute, si tu veux, tu peux assumer tout ça en commandant mon armée, potentiellement, je pourrais être ta numéro 2. Donc tout le monde a besoin de Mando quelque part, mais Mando, lui fait ses propres choix, notamment en ayant récupéré Grogu, en continuant sa quête, toujours dans sa tête, ses objectifs à lui, la priorité, et ça c'est chouette. Donc les points négatifs en ce qui me concerne, c'est plutôt le fait d'avoir intégré 2 épisodes de Mandalorian dans The Book of Boba Fett, et ça on va pas en parler des heures, ça a été écrit comme ça, certainement parce qu'il y a une étude, une réflexion par rapport au scénario qui a été remise un petit peu au goût du jour. On était peut-être un peu dans le flou au niveau de la création, on s'est dit on va faire une saison 3, on ne sait pas encore comment ça va se faire, pour autant la saison 2 était déjà écrite, il y a eu beaucoup de succès, donc ça a dû se développer, et on sait ce que c'est que le but c'est de répondre aux attentes des spectateurs, et aussi d'aller peut-être alimenter la source Star Wars, d'aller développer tout ça en profondeur. On part également sur un format de 8 épisodes dans la saison, donc on a largement le temps de voir évoluer les choses. Je suis persuadé qu'on aura une saison 4 derrière, car la quête ne sera pas terminée d'un point de vue Mandalore. Si jamais Mando, c'est ce qui va se passer je pense, va prendre le sabre noir et va mener à bien ses camarades mandaloriens, après avoir fait le petit bain sur Mandalore là.
Grogu aura certainement son rôle à jouer par rapport à tout ça. Il a quelques pouvoirs Jedi, il a fait une bonne formation avec Luke de quelques mois, donc c'est important à mettre sur son CV. Donc certainement du positif, en tout cas moi j'ai hâte de voir le prochain épisode qui sortira très bientôt donc sur Disney+. Je vais mettre en avant aussi le fait que Pedro Pascal est omniprésent sur tous les écrans et vous pouvez le retrouver sur Amazon Prime dans la série The Last of Us. Tout là il accompagne pas Grogu mais plutôt Ellie, une jeune fille de 14 ans. Donc dans un monde totalement différent bien sûr, avec des champignons très très malaisants. Je vous invite à suivre ça sur Amazon Prime en parallèle. Si vous en avez l'occasion, ça vaut vraiment le détour. Il est temps à présent de parler de l'armurière. L'armurière qui cache son visage sous ce casque, et qui fait un peu la maline quand même par rapport à Mando, qui a quand même sauvé tous ses camarades. Et bien, donc l'actrice qui est sous ce casque, c'est Emily Schwallow, et voici son magnifique visage. Regardez un petit peu ce que vous voyez à l'écran. J'espère que la Death Watch ne s'en prendra pas à moi pour autant, mais j'assume. Voilà, tu veux mettre la misère à Mando? Bah maintenant on voit ton visage. En tout cas, ça m'a fait très grand plaisir de vous retrouver donc sur Oxygen Movies dans ce vaisseau, plus ou moins abandonné depuis quelques temps. Je vous invite également à suivre mes autres projets, notamment sur Twitch tous les lundis soirs où je parle de Dragon Ball, également concernant la post-production toujours de Reborn. Ça avance petit à petit, ça avance, j'en suis au deuxième épisode, c'est beaucoup de travail toujours, mais je ne lâcherai pas. Et j'y reboot tout ça pour vous et pour moi. Voilà, il est temps pour moi de vous dire à très bientôt, très très bonne continuation, vive Star Wars, vive la vie, et à la prochaine.